3, 2, 1. Salut Nakama. Ça va être dur. Ah, j'étais concentré, moi. Toi, t'as lâché tout de suite. Oh, putain. Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1064. Voilà, je suis avec Maxime, salut à tous. Voilà, et vous êtes avec le Dog. Le Dog. Voilà, La présentation sont faites. Donc, alors, on prévient tout de suite au niveau de cette vidéo, on est en convention à la Hashtag Festival de Bourg-en-Bresse. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir, merci pour la conférence, pour tous les trucs, etc. On va parler du chapitre, comme on l'a dit, 1064, parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, franchement... Ah, je me suis régalé. Voilà, il s'est régalé. Un des chapitres, là, j'avoue que... je te laisse commencer. On commence avec les fameuses mini-aventures. Du coup, là, la première page. De toute façon, depuis le volume 4 des mini-aventures, où on avait vu les deux silhouettes, je savais qu'on allait avoir des dingueries. C'est la mini-aventure des Germains, mais je savais que c'était pas ça qui était intéressant dedans, depuis pratiquement le début. Et là, depuis 2 semaines, 3 semaines même, ouais. On a des giga dingueries depuis qu'on a vu que le sol était gelé. On a commencé à théoriser, Aokiji, pas Aokiji, c'est fait voler son fruit. Mais là, on a la réponse, quoi. Ouais, donc, mais c'est plutôt stylé. Moi personnellement, j'avais pas vu venir le truc, et quand les gens sont arrivés, je m'en rappelais plus du tout. C'est pour ça que quand on bascule à Shackleton et après qu'on voit que c'est gelé, là au moins on percute. Ouais. Mais comme on en a parlé tout à l'heure avec, comment il s'appelle Avec Soge. Avec Soge, d'ailleurs je te fais un gros coucou si tu regardes cette vidéo. On a parlé, j'avais théorisé il y a très longtemps l'enlèvement de Pudding par rapport au troisième, parce que j'avais dit que Barbe Noire, il va devenir le serviteur supérieur, donc obligatoirement il a besoin de pouvoir lire les poneglyphes. Et à part Robin, qui peut lire les poneglyphes? Voilà. Fallait quelqu'un pour concurrencer un peu Robin chez Luffy, sinon Luffy il pouvait. Enfin, voilà. C'était trop facile pour Luffy. C'était le seul qui pouvait justement y aller. Et donc qui pouvait lire les poneglyphes? Voilà, Pudding. Et moi j'avais pas théorisé Pudding. Par contre, je savais qu'il y allait avoir une dinguerie avec Barbe Noire, mais moi je pensais qu'il venait pour les fruits du démon. Du coup, à 2, on arrive à avoir une théorie à peu près possible. Parce que pareil, Barbe Noire venait pour choper bien sûr les poneglyphes. Et pour ceux qui se disent mais Pudding, elle peut pas lire les poneglyphes, elle ne peut pas dire en ce moment. Mais Big Mom, à un moment, il y a une conversation avec Big Mom juste avant le mariage où elle lui dit tu es très importante, mais il va falloir quand même penser à éveiller ton œil par rapport au pouvoir qu'a ta race. Et c'était à partir de là qu'on a commencé à dire là il se passe quelque chose. Donc là c'est une dinguerie. Donc on a la quasi-confirmation que Kuzan est donc le 10e commandant de Barbe Noire. Même si je trouve... Voilà, tu l'avais dit. Moi je faisais partie des partisans de c'est juste un allié. Là visiblement ça semblerait être le 10e commandant. Mais je trouve ça bizarre qu'Oda veuille pas le dire techniquement. Kuzan est le 10e commandant. Je sais pas pourquoi il joue comme ça. Il laisse toujours planer une espèce de mystère qui a presque pas lieu d'avoir. Mais... Attends, je me rappelle plus. Ce qui était génial, c'est que depuis le début, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'essaye de poser la temporalité, de savoir quand est-ce que se passe cette mini-aventure qui est juste au départ. Et j'étais partisan de ça se passait avant, parce que j'avais dit par rapport au Wayukuni, il y a telle personne qui est partie, donc obligatoirement ceux qui sont restés sont un tel. On avait fait la déduction, et là, bam, en plein milieu du chapitre, on a l'information avec tout simplement Pudding qui est dans le bateau, qui est attaqué par l'eau. Oui, et je crois que c'est une des premières fois, en tout cas, j'ai pas souvenir que la mini-aventure corresponde aussi vite et directement avec ce qui se passe dans le chapitre directement, puisque la semaine dernière, on avait l'enlèvement de Pudding, et boum, cette semaine, on revoit Pudding enlevé. Enfin, parce qu'on avait eu ça avec la poneglyphe de Jinbei. Oui, voilà, effectivement, le poneglyph de Jinbei, mais là, on voit, je trouve aussi que par rapport à la mini-aventure, ça s'accélère en fait. La mini-aventure n'est pas terminée, qu'on a déjà l'utilisation dans la temporalité même du chapitre. Et du ça, coup, c'est trop bien, c'est incroyable. Et ça, c'est que la mini-aventure. Et regardez comment on est, mais franchement, c'est un truc de dingue. Et ce qui se passe là, c'est que mon personnage préféré, vous savez qui c'est Barbe Blanche. Oui, j'ai écouté t'allais dire Boucle Blanche. C'est Barbe Blanche. Et lui, son préféré, c'est Barbe Noire. Voilà. Donc je vais pas tarder à t'assassiner. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas prendre mon fruit. Et donc de ce fait, je te laisse parler parce que toi, Barbe Noire. Donc la semaine dernière, j'avais fait un petit live pour parler du chapitre 1063 et je m'étais dit bon. Là, c'est Barbe Noire contre l'eau. Oda a pas l'habitude de nous montrer des combats. Je me suis dit, ça sert à rien de se hyper pour un combat qui a 90% de chance d'être ellipsé. Et là, cette semaine, on ouvre après cette mini-aventure déjà incroyable. Combat absolument incroyable. Alors, qui est ellipsé, quoi qu'il en soit, puisqu'il y a on va dire, le cœur du combat va être ellipsé, puisque c'est que le départ véritablement.
Mais il nous en montre quand même beaucoup, je trouve, contrairement à ce qu'il a l'habitude de faire sur ce genre de combat, comme Ace par exemple, où il en avait montré un petit peu, mais qui a été très vite ellipsé aussi. Et là où je me permets, parce que je peux pas te laisser parler, il y a un truc qui te rentre en tête. Et là où Eiichiro Oda, il nous mindfuck. Exactement. On dit ça, je sais même pas dire, utilise des mots français. Il nous fait des trucs avec le cerveau, c'est-à-dire que moi, le premier, hein, je vais pas dire, ouais, moi j'avais vu venir, j'avais dit, l'eau, il est fort, il est bon, il peut tenir, mais en face, son équipage, il sert absolument à rien. Et là, Eiichiro Oda, il dit oui, l'équipage sert peut-être à rien sur la terre ferme, mais au niveau de l'eau. De l'eau, quoi. De l'eau. Pas l'eau, mais plutôt l'eau. Et, oh putain, la vache. Au niveau de l'eau, ils sont hyper bons et ils ont l'intelligence. En vérité, ils disent, on va détruire votre bateau. Si on détruit votre bateau, vous avez des fruits du démon et ce sont des enclumes. Et là, c'est génial. Parce qu'ils sont hyper bons au niveau de la flotte. Déjà tout le monde, moi le premier, on disait, l'équipage de l'eau, Kid, il y a au moins Killer qui brille un peu, une supernova et tout. Ouais. L'eau, on se disait, bon, il y a rien. Et là, il donne Beppo, mais aussi Jambart, Penguin et Orca. Orca, oui. Et qui brille, je trouve ça cool. Et aussi, surtout, on a quelque chose qui tourne autour de la bataille navale, ce qui a finalement assez peu, qui avait beaucoup été exploité à Whole Cake, mais qui est très rare dans One Piece. Et encore, à la fin de Whole Cake, c'était assez moyen. Ouais, mais il y avait quand même une bataille navale, quoi. Mais on est quand même sur un manga de pirate qui a fait plus de 110 volumes, et il y a quasiment pas de bataille navale. Et en un sens, c'est hyper intelligent. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont des notions d'histoire, Trafalgar, la bataille de Trafalgar, par rapport à la marine anglaise qui nique la marine franco-espagnol, je crois. Oui, c'est les deux défaites de Napoléon en fait, Trafalgar et Waterloo. Et c'est ce qui empêche justement à Napoléon d'aller attaquer et envahir l'Angleterre. Enfin bref, petite parenthèse. Mais voilà, et c'est ça qui est génial avec Eiichiro Oda, c'est-à-dire qu'il s'appuie de quelque chose qui existe, qui amène, et c'est un plaisir. On en a parlé en convention, des trucs comme ça, depuis 2 jours de ce chapitre. C'est fou quoi. Donc voilà, et le Barbe Noire, comment il est utilisé, tu le vois en mode je fonce dans le tas et tout ça, même l'autre, Van, le sniper. Voilà, il lui dit non mais là arrête de faire le con et tout ça. Puis on pense que parce que il est puissant, il se prend quand même l'attaque que s'est pris Big Mom. Big Mom elle a déchanté la première fois qu'elle s'est prise. Et il arrive sur le sol, il dit je suis Barbe Noire et là il envoie un putain de séisme. Et même ça finalement c'est un truc tout le monde à chaque fois que Barbe Noire apparaît se dit Barbe Noire il fuit devant tout le monde, il a pas de couilles ou et là il aurait pu partir. Et là Barbe Noire il dit non mais moi je fuis pas en fait, je suis Barbe Noire. Barbe Noire il fuit pas, il fait des choix stratégiques. Par exemple contre Rayleigh, peut-être qu'il aurait pu gagner, mais il aurait pris trop cher. Voilà. Il n'a pas d'intérêt, il mesure toujours, il faut toujours qu'il puisse en retirer quelque chose de vraiment positif. Il a une putain si c'est trop dangereux, qu'il risque de perdre trop gros, Barbe Noire ne s'engage pas. Non. Mais ce combat, il a hypé. Déjà, il a hypé parce qu'on s'y attend pas. Exactement. Et après, il est bien. Alors, c'est toujours pareil. Là, je vais pas mentir, c'est toujours confus au niveau du combat parce que j'ai dû le relire 2-3 fois pour comprendre les tenants et les aboutissants. Le cheval qui se fait couper, malheureusement, j'avais lu trop vite. J'avais pas. Parce qu'on dit pour son cheval, je fais mais non, il peut pas mourir et tout. Et tu vois quand même qu'il s'est fait couper en deux. Donc après, on va peut-être le revoir. Hein, moi, c'est le shockwave quand donc l'attaque éveillée. J'arrivais pas à savoir si ça venait de devant ou de derrière. J'arrivais pas à comprendre la façon dont c'était foutu. Et l'intelligence de Barbe Noire qui analyse tout et qui sait. Et là, il arrive, il dit mais putain, l'eau, il est pas censé avoir éveillé son fils. C'est quoi cette attaque et tout ça? Donc ça veut dire qu'il avait une banque de données, qui savait tout ce qui s'était passé. Et encore une fois, l'intelligence du personnage. Mais Barbe Noire le best. Et je pense que le cheval, on va le revoir, il va être cousu. D'ailleurs, je suis surpris que Burgess soit totalement absent de ce chapitre. Alors qu'il était là la semaine dernière, et de mémoire, il me semble pas qu'il ait été mis KO ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui se disent, mais il est peut-être encore de l'autre côté. Non, ça s'était passé. Attends, je sais pas trop, Burgess, non, c'était à quel moment où l'eau a viré la montagne qu'il a lancée. A viré la montagne qu'il avait lancée, c'était ça. Mais oui, mais il est peut-être encore sur l'île. Parce qu'il y a la route qui téléporte autre part un petit peu. Ah oui, donc il y a tous ces trucs comme ça. Peut-être qu'il y a un petit détail d'action qu'on a manqué. Mais voilà, bon. Barbe Noire, t'as encore quelque chose à dire ou pas? Alors, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on aura la suite du combat. On va peut-être avoir un effet Banaro, c'est-à-dire que là, on a le combat, et après, on verra dans le journal, l'eau, il s'est passé ça. Peut-être l'issue, toi, quelle issue ou les issues que tu envisages pour ce combat? Parce qu'il y en a pas mal, je trouve. Je maintiens la théorie que j'avais fait la semaine dernière, c'est-à-dire que l'eau va quand même réussir à s'en sortir et va donner l'information de Pudding. Ouais. Pudding est prisonnière et il faut faire attention, il se passe quelque chose, il faut intervenir. Pour moi, je vois de toute façon Barbe Noire va forcément avoir les poneglyphes de l'eau, c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Et ça permettrait un peu de mettre hors course l'eau, puisque de toute façon, là, il y a Luffy, Kid, l'eau et Barbe Noire qui sont les 4 principaux concurrents. Il faut en éliminer pour que ça réduise de plus en plus les participants. Donc pour moi, là-dessus, l'eau va perdre. Par contre, je vois pas du tout Barbe Noire prendre son fruit
Je trouve que ça serait OP, sans mauvais jeu de mots, mais je trouve que ça serait vraiment too much par rapport à ce que... Et même sur les techniques de Barbe Noire, c'est pas du tout le style de Barbe Noire dans le combat, donc je le vois très difficilement avec ce fruit. Et comme il disait, et c'est ce qu'on pensait, c'est-à-dire que l'antagoniste final pour moi c'est Im. Mais cependant, au niveau de l'accès au One Piece, Seigneur des Pirates et tout ça, l'antagoniste principal par contre sera Barbe Noire. Parce que, encore une fois que le One Piece sera trouvé, ça sera pas la fin de One Piece, il y aura quelque chose à faire, je pense. Donc est-ce que l'eau va s'échapper de lui-même? Une potentielle intervention de Shanks ou Dragon, pourquoi pas, qui pourrait les mettre, les lancer dans tout ce qui se passe et reconnecter Aokiji, Kobe également, Lo, voilà, il y a Pudding, pas mal. Enfin, il y a un truc qui peut être vraiment... Il y a clairement beaucoup de choses, et encore des choses qu'on n'a pas citées, parce que Oda va nous surprendre d'une manière qu'on s'attend pas. C'est le principe de la surprise. On passe tout de suite sur la suite et la fin avec... Putain de révélation. Egghead. Voilà, et en gros, dans ce chapitre-là qui semble lambda, j'allais dire un petit chapitre de transition, comme je disais, on n'a plus de chapitre de transition. Ichiroda, il envoie vraiment tout, beaucoup trop. Normalement, ce chapitre-là, ça aurait dû faire comme Banaro, c'est-à-dire on aurait dû avoir le combat sur la totalité du chapitre. Et fin de chapitre, la défiance mutuelle entre Law et Barbe Noire. Et après, chapitre suivant, on revient sur l'île du futur. D'ailleurs, je reviens un peu sur Barbe Noire vite fait, mais je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas d'intervention du narrateur, contrairement à Banaro justement, où généralement sur les moments très marquants, le narrateur intervient. À la fin. Et là, sur Law Barbe Noire, il n'y a pas la présence du narrateur. Donc il y aura peut-être la suite quand même encore. Peut-être la suite. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un événement si majeur par rapport à ce qui va se passer? Je trouve que c'est important de le noter pour potentiellement la suite. Si, c'est un élément majeur parce que Aokiji pète les plombs. Akainu pète les plombs. Oui, ben on va voir. À partir de là, lui il pète les plombs, il dit non mais putain ils sont en train de se passer ça et moi je suis amiral en chef, je peux pas y aller, je peux rien envoyer donc ça... Et peut-être qu'ils disent moi je suis que amiral en chef donc je dois demander au gouvernement mondial qu'ils interviennent quelque chose. Enfin bref on a encore l'autre truc. Et gouvernement, putain en théorie en live directement. On devait passer à Egg. On devait passer mais théorie en live, Im-sama avait l'affiche de Barbe Noire donc même si Akainu avait demandé quelque chose, peut-être que ce qui se passe est déjà prédéterminé par Im-sama. Mais on va arrêter là, tout on va trop loin là. Ça mais donc on revient sur normalement comme je disais, normalement il aurait dû y avoir qu'un chapitre sur Barbe Noire et semaine suivante, chapitre sur voilà, et là on commence à partir et là Star Wars, sabre laser déjà, technologie dans la poubelle, sabre laser, c'est-à-dire que ça veut dire que ça il n'en a pas besoin et on apprend que Kuma c'est une autre race. Grosse révélation sur Kuma, déjà non seulement que c'est une autre race, et on apprend un peu tout le... C'est un peu à la Doflamingo dans le sens où c'est un personnage, Kuma c'est un personnage qui a été introduit très tôt dans le manga, qui est toujours présent, et là d'un coup on arrive à tisser un peu tous les liens entre chacune de ses apparitions, dans le sens où entre ce que dit Jinbei et la vérité qu'a l'air de dire Bonnie, en gros ça a l'air d'être un gentil roi, sauf qu'il était contre le gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial n'a pas toléré, il a été exclu d'une certaine manière de son pays, sûrement par le CP0 ou quelque chose du genre, qui l'ont poussé à partir, emprisonné, et il a été obligé de devenir Shichibukai, un grand corsaire, pour pouvoir être libre. Théorie de folie, c'est-à-dire qu'il y a eu le siècle oublié, donc obligatoirement il a dû faire oublier, à un moment, la totalité des peuples qui ont vécu pendant le siècle oublié. Il ne faut pas qu'elle transmette l'information. Donc peut-être que quelqu'un a un fruit des démons qui permet de faire oublier. Il y a ça qui existe dans quelque chose. Ah bah Pudding. Oui, elle peut enlever la mémoire. Imaginons que le pouvoir éveillé de la personne qui, il y a 800 ans, avait le même pouvoir que Pudding, avait le pouvoir éveillé et qu'elle a réussi, avec l'éveil de son pouvoir, de faire enlever de la mémoire ces 100 années. Et donc on peut imaginer que Ah bah non, ça veut dire que Pudding... Non, ça va pas, je me suis parce que j'ai pensé... Non, pas implosé en live, parce que le Kuma, pendant qu'il était méchant, c'est peut-être avant que Pudding elle ait son pouvoir. Et donc, l'ancien utilisateur de son pouvoir a réussi à faire disparaître de la mémoire qui était réellement Kuma et faire penser que c'était un enfoiré. Et donc, à partir de là, Kuma, après, il part autre part. Après, on sait pas non plus ce qui reste du royaume de Solbay qu'on n'a pas vu. Sorbet, Sorbet. Et ce qui reste, ce qu'on dit que c'est le royaume, mais qu'est-ce qui reste concrètement de ce royaume? Est-ce qu'il y a encore des habitants? Depuis la disparition de Kuma, peut-être que c'est comme avec Riku, où tout le monde a été convaincu que Riku était une pourriture. Oui, c'est exactement ça, sans aller aussi loin. Et là, il est d'une race, c'est-à-dire qu'on avait déjà les Lunaria. Il y avait, alors est-ce que c'est une race de géants spécifique? Est-ce que... C'est pareil, il a toujours son chapeau. Oui, c'est vrai. Alors là, il y a autre chose, c'est-à-dire que
Il avait toujours un chapeau. Imaginons que le moment où il enlève son chapeau, qu'il est calvitie. Non, mais qu'il ait, je sais pas moi, des petites cornes, une crête, un truc. Ou peut-être que les oreilles sont naturelles, même si c'est le fruit du coussinet. Bon, je pense pas, parce que c'est le fruit du coussinet, donc ours. Oui, non, c'est les coussinets. Mais on sait jamais, parce que Kuma, il me semble que ça veut dire ours quand même. Oui, Kuma, ça veut dire ours. Voilà, il est quand même lié à l'ours avant son fruit. Son prénom, c'est Kuma, donc peut-être que les oreilles font partie de lui avant le fruit des coussinets. Ok, oui, et après c'est pareil que si Bonnie, on l'a déjà vu sans cheveux. Non, on n'a pas vu ça. En vérité, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous faire Bonnie, on l'a vu, les cheveux longs, oui. Parce que là, on est en train de faire ça en live. C'est-à-dire, on n'a rien écrit avant. C'est-à-dire, voilà, c'est une des nombreuses prises. Il y a eu beaucoup de. Vous verrez, il y a sûrement un bêtisier à la fin. Il y a un marqué bêtisier. Mais voilà, c'est une autre race. Il n'a pas des ailes, il ne s'est pas coupé les ailes ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette race? Est-ce que c'est une race extraterrestre? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été utilisé par Vegapunk. Et là, on revient sur Vegapunk. Vegapunk a des informations de fou. Et là, tout à l'heure, j'ai fait une petite théorie en live. On la dira après sur Kuma. Parce que Kuma, sur Vegapunk ou Kuma Vegapunk, oui, excusez-moi. Vegapunk qui annonce à travers le number one, le numéro 1, parce qu'il y a 6 versions de lui-même ou 6 fragments de lui-même, imaginons. Et donc, quelle est la sagesse? Exactement, chacun. Voilà. Et il annonce qu'il va bientôt mourir. Alors, est-ce qu'il peut voir le futur? Carrément, grâce à ces technologies. Ouais, est-ce qu'il le sent venir? Voilà, les différentes probabilités, il se dit, il a peut-être un acquis sinon de l'observation qui est hyper éveillé et qui peut voir vraiment longtemps. Ou la technologie, il me semble, il y a 2 ou 3 chapitres, on nous parlait d'une technologie pour repérer, est-ce qu'elle est déjà en place d'une certaine manière et qu'ils ont cramé le CP0. Ce qui est surprenant, c'est que Dragon n'a pas l'air au courant, parce qu'au départ, Dragon ne le prend pas au sérieux. Non. Il lui dit, non mais je sais pas, il dit pas arrête tes conneries, vraiment, mais il dit un truc en mode, bah non, tu vas pas mourir ou je sais pas quoi. Et Vegapunk, lui, est convaincu que il y a un truc qui se prépare. Et je le dis pourquoi ou pas? Pourquoi? Vas-y. Parce que moi, je veux rebondir dessus sur comment il pourrait mourir, en fait. Ah bah oui, je voulais le dire aussi. Peut-être qu'en fait... c'est de la totale. Peut-être qu'il pense qu'il va mourir, mais c'est peut-être pas lié à l'assassinat du CP0. Peut-être qu'il y a une autre raison qui fait qu'il va mourir naturellement ou qu'il a prévu de mourir pour une invention. Et que de toute façon, le fait qu'il va être assassiné, peut-être que c'est pas c'est pas la mort, nous, pour l'instant, auquel on pense. Voilà. Alors là, j'ai fait la théorie un petit peu en live et tout ça. On sait que Eiichiro Oda s'inspire beaucoup de la pop culture. Et par exemple, il a un Terminator chez lui. Et il y a un truc qui me fait, c'est quoi? Il y a des notifications sur le retour. Stop. On sait que Eiichiro Oda adore la pop culture, les Terminators. Et moi, j'ai fait aussi par rapport à Albator, justement, avec Tesoro, qui à la fin sait qu'il va mourir et met son corps à l'intérieur, justement, alors, je vais dire l'Arcadia ou l'Atlantis. Je sais plus en fonction des versions. En fonction des versions, mais ouais, voilà. Et ce qui se passe, c'est que le truc, c'est que j'imagine que là, il y a les 6 versions qu'on a des émotions que j'avais dit de Vegapunk, mais que Vegapunk il soit dans un ordinateur central au niveau de l'île et que à travers la vision qu'il a eue du futur, il voit qu'en vérité l'île va se faire détruire non pas par le CP, mais peut-être qu'il va avoir un putain de Buster Call, une putain de destruction, ou qu'il va se passer un truc, pas Luffy qui pète tout de toute façon, mais il va se passer quelque chose qui va détruire l'île. Et en un sens, vu que lui fait partie intégrante de l'île, parce que cette île-là n'est qu'un prototype du futur. En gros, ce qui se passe, c'est que cette île-là, c'est un test, et le test est concluant, et le but du jeu, c'est que le monde de One Piece devienne comme cette île et que tout le monde soit heureux. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la nourriture, c'est pour ça qu'il y a les vêtements et tous les trucs, les climats, etc. Le côté que Vegapunk soit l'île d'une certaine façon, sa conscience soit l'île, et qu'il voit à travers le futur la destruction de l'île. Donc, à voir ce que ça va... Là honnêtement, c'est juste une révélation coup de tonnerre en mode il est en lien avec Dragon. Alors, je l'avais pas forcément peut-être pré-shot, mais dans le sens où je me doutais qu'il y avait un lien forcément avec les révolutionnaires de par Kuma de toute façon, puisque Kuma étant le révolutionnaire de Dragon, s'il a accepté, alors on sait pas sous quelles conditions et à partir de quand il est devenu révolutionnaire Kuma, donc c'est encore un point flou de son passé. Mais si Kuma était révolutionnaire et qu'il a accepté d'être entièrement cyborgisé, genre des mots, mais c'est bien que Dragon avait un plan pour exploiter ça d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'il y avait forcément un lien plus ou moins assumé entre Dragon et Vegapunk. Et après, il y a aussi l'autre truc, parce que là, mais ce chapitre était absolument dingue, parce que d'un point de vue, on savait que Kuma, il y avait quand même quelque chose, parce que la dernière volonté, la protection, le fait qu'il envoie expressément chaque Mugiwara dans l'île qui va être nécessaire pour son développement, est-ce que c'est avant tout un plan de Vegapunk qu'il a mis en place pour aider le fils de dragon avec qui il est lié? Il y a déjà cette chose-là qui est absolument dingue. Et là où je voulais aller aussi, c'est qu'il a créé
les pacifistas. Donc moi j'avais dit qu'à un moment les pacifistas vont se retourner contre le gouvernement mondial, mais au-delà de ça, il a aussi mis en place les nouveaux pacifistas, comment ils s'appellent, les néo-pacifistas, les séraphins. Et est-ce que les séraphins vont se retourner contre le gouvernement mondial, ou est-ce que eux ils vont péter les plombs, ils ont une protection pour pas pour avoir l'allégeance que envers le gouvernement mondial, parce qu'à un moment Kobe il donne un ordre aux séraphins qui doivent pas détruire, de stopper les attaques pour pas tuer d'autres mecs de la marine. Enfin voilà, c'est dingue quoi, les répercussions sont absolument... Mais de toute façon, depuis plusieurs chapitres, déjà j'avais pas du tout Kobe prisonnier avec Barbe Noire. À qui? Zéro moment, même le fait que Barbe Noire s'intéresse aux fruits de Hancock, le fait qu'on revoit aussi vite l'eau et une fois de plus Barbe Noire et qu'ils s'affrontent en plus et qu'il y a un truc, c'est incroyable. Pour moi on était démarré sur Egghead, on recommençait un petit chapitre, on allait s'intéresser que au Mugiwara, et là boum, il nous lâche du Barbe Noire contre l'eau, des trucs, enfin c'est incroyable. Alors, personnellement, pour nous, c'est du pain béni parce que nous, on en parle tout le temps. Barbe Noire en mais voilà, c'est ça. C'est vraiment un régal de je le veux voir. dire que c'est un régal, mais par contre, c'est trop. Même déjà pour nous, on a le cerveau qui part dans tous les sens. Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Dans les commentaires, dites-le nous, comment vous vivez One Piece, vous de votre côté, comment vous analysez. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en convention, ils adorent parler avec nous, ils nous donnent des théories, ils nous donnent des trucs. Mais franchement, encore une fois, je vais être chiant avec ça, mais ça fait 25 ans que One Piece existe, il a des défauts, on va pas être contre, mais regardez, après 25 ans, quel est le manga qui arrive autant à nous faire parler entre nous, à échanger, à vivre, Regardez, on est là à en parler, mais c'est fou. Juste une mini-aventure, une case, c'est même pas de la BD à ce stade-là, c'est juste une case, c'est un dessin, arrive à nous hyper avant même d'entamer la lecture de la BD à proprement parler. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Donc la vidéo va se terminer ici parce que on a encore une petite conférence débat à faire avec Soge, sur One Piece, petit débat. Mais Soge, oui. Ah, il s'appelle Soge tout court. Oui, Soge tout court. Tu vois, j'étais cherché partout. Donc voilà. Merci Menaka. Ah allez, grosse annonce pour la semaine prochaine. Il vient, vous savez qu'il y a une pause. Il vient à la Shibuya Rouen et il sera là aussi le lundi avec moi. Pourquoi? Parce qu'on vous prépare pas une, pas deux, mais peut-être 3 vidéos et on vous fera notre ressenti sur Wano Kuni. Voilà. Ça sera sûrement en mode délire comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça. C'est vraiment très bon. Ça fait super longtemps. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais le principal, c'est surtout One Piece. C'est la vie. Salut à tous. Salut, Menaka. Je rigole pas comme je faisais hier. Salut mes Nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Normalement, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Salut à tous. Et elle est où la caméra? Elle est là. Elle est là. On va pas faire, contrairement à ce qui est au niveau de la vignette, une vidéo sur One Piece. On va faire une vidéo sur les... chapitres. Non, Pokémon. Ça va faire péter. Voilà, c'est génial. Voilà. Déjà, je me retiens de pas rire. 3, 2, 1. Salut, fais la carotte. Ça va être dur. Ah, j'étais concentré, moi. Toi, t'as lâché tout de suite. Ouais, t'as lâché tout de suite. 3, 2, 1. Ah, faut qu'on soit sérieux, hein. Bien joué. Oh mon dieu, on va pas y arriver. Alors dans le chat. 1, 2, 3. Salut mes Nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse du chapitre. Je ne sais plus combien. 1064. Tu m'as pas prévenu. C'est l'intro, on ne dit pas go. Oh, c'est pas vrai, putain. 3, 2, 1. Salut mes Nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1064. Salut à tous, moi c'est Maxime. Moi c'est Pipis. Eh bah non, voilà. Et donc ça c'est la version sérieuse. Oui, sûrement. Mais t'es... Ok. T'es qui? T'es Maxime alors. Oui. Ok. On dit Maxime. Ok, d'accord, t'es Maxime.